Salut, c'est Sand, le plus gros nerd de musique en France, et aujourd'hui je vais continuer ma série sur la discographie d'Aphex Twin pour parler enfin de ses deux derniers albums. Donc je vais commencer par Droox. Donc Droox, c'est le cinquième album studio de Aphex Twin, donc Richard David James, sous le pseudonyme d'Aphex Twin, et il sort le 22 octobre 2001. Donc c'est sous un format de double album. Il présente un gros mélange entre jungle, drum and bass, comme au final l'album précédent, mais cette fois-ci avec un petit twist. Il y a aussi beaucoup de pièces plus classiques, donc des pièces de piano et électroacoustique aussi. Ça commence sur une composition de piano qui a été modifiée, hein. Et à l'origine, il a sorti l'album un peu de manière précipitée. Il avait laissé des fichiers MP3 dans un avion, je crois, et donc il a sorti l'album pour contrer voilà, d'éventuels leaks. C'est aussi censé être le dernier album qui signe sous Warp Records, sauf qu'en vérité, ce sera pas le dernier, parce qu'il y aura aussi Siro, donc 13 ans plus tard. Il a reçu des critiques assez diverses parce qu'il manquait quand même vachement d'originalité, d'innovation comparé à ses projets précédents. Moi je l'ai trouvé quand même bien inspiré, hein. Il nous sort un projet de 1h40 avec 30 titres, donc c'est des noms assez aléatoires, hein, à l'instar du nom de l'album. Je sais pas à quoi il fait référence spécifiquement, mais c'est toujours un petit peu voilà, des lettres aléatoires au début. Ça crée vraiment un univers avec un peu un côté imprévisible, et ça colle bien à la personnalité de Richard David James aussi. Il va ici synthétiser toute la mélancolie des premiers projets, en la couplant avec un côté beaucoup plus brut et beaucoup plus énergétique, avec tout le côté glitch auquel il nous a habitués aussi précédemment. Il y a un côté très introspectif, sensible et expérimental qu'on n'avait peut-être pas dans les précédents projets. Il y a l'utilisation voilà, de vrais instruments et d'instruments électroacoustiques. Donc ça va vraiment donner ce côté organique et ça va rendre le tout bien plus chaleureux. Donc à l'instar de cette introduction qui va être vraiment drumless, il va y avoir tout un tas de petites pièces comme ça d'instruments qui vont être drumless et qui vont vraiment entrecouper les pièces beaucoup plus rythmées. Voilà, donc c'est une sorte de piano brisé au son très métallique. Puis ensuite on retourne directement sur une prod glitch avec des rythmes extravagants. On a une mélodie douce et qui va aller s'intensifier et qui rappelle vraiment le type de mélodie de Richard, hein. Ça utilise aussi un mélange de sonorités très riches. On va avoir voilà, tout un tas de genres de samples et de sons un petit peu différents qui vont agrémenter et qui vont être assez généreux dans la composition. Les mélodies sont aussi plus atmosphériques et correspondent un peu plus aux standards modernes de la musique à cette époque-là, avec des mélodies un petit peu plus simples qui vont plus juste être des nappes planantes comme on avait par exemple, dans Selected Ambient Work 2, les ambiances vont encore beaucoup varier, avec des textures expérimentales qui vont encore marquer une évolution singulière dans sa sonorité. Les rythmiques, elles aussi, vont toujours être plus expérimentales, beaucoup de breakbeats, encore beaucoup de samples étranges, comme dans Omgija Switch Set. On va avoir tous ces petits sons sélectionnés qui vont vraiment pas être communs pour des musiques de cette époque-là, hein. On a un son aussi beaucoup plus explosif, beaucoup plus électrique. On a des basses qui grésillent, pas mal de bruit blanc aussi. Et ensuite, on rencontre aussi beaucoup d'interludes voilà, plus instrumentales, plus posées, qui vont vraiment servir de pause, d'apaisement entre toutes ces sonorités extravagantes et ces rythmes complètement cadencés qui vont en fait un peu trop nous charger au bout d'un moment. Ça a vraiment joué ce rôle de casser le rythme. Ça crée aussi un contraste très fort entre l'organique, l'humain plutôt chaleureux, et le mécanique et électrique qui va être beaucoup plus froid. Voilà, les machines imprévisibles. Puis quand on arrive à Gwerly Mernans, on a un côté encore horrifique, comme on avait pareil dans les albums précédents. C'est là qu'on voit en fait toute la palette émotive qu'on va avoir dans l'album. On va vraiment traverser toutes ces émotions différentes et ça rend l'album très puissant émotionnellement. Cette ambiance très sombre qui va vraiment diverger avec le début de l'album. Et puis on a le morceau Coq /vers 10 qui va avoir un rythme presque dubstep en fait, dans le tempo utilisé qui va vraiment faire exploser en fait les drums. Et avec les basses acides, ça va venir se mélanger et créer cette énergie très dubstep. Et puis on arrive au point culminant de l'album. Donc on est toujours dans la première partie et on arrive à Avril 14th qui est encore une fois une pièce de piano et ça a vraiment créé le contraste ultime dans l'album, hein. C'est le meilleur moment, c'est même pour moi le meilleur moment de sa carrière
c'est vraiment quand on a cet apaisement ultime après une pièce complètement épileptique et qu'on voit vraiment l'extrême opposé entre les deux ambiances. On replonge dans une pause beaucoup plus mélancolique. La douceur et le calme après la tempête, ça rend vraiment l'expérience unique. On va avoir aussi beaucoup de variations au sein des mêmes titres. Les ambiances qui vont même changer à travers les mêmes morceaux, ce qui rend vraiment l'écoute très rythmée et très captivante. On a 1h40 de musique, mais on s'ennuie en fait quasiment jamais. On peut se dire que c'est un double album, qu'on va à certains moments perdre un petit peu le fil, mais non. Il arrive vraiment toujours à garder cette excitation autour des différentes ambiances et pièces qu'il va créer. On retrouve encore une fois aussi le côté immersif, qui cette fois est encore plus frappant, avec des enregistrements réels qui vont être très cinématiques dans leur mix. Et on va retrouver aussi des styles variés comme trip-hop et drum and bass. Voilà, après avoir traversé tous les précédents albums, on sent vraiment que c'est comme une promenade de santé. On est vraiment habitué à son style très épileptique. Et ici, on n'est vraiment pas sorti de notre zone de confort. On a des pièces qui vont être beaucoup plus musicales, beaucoup plus classiques, accompagnées de pièces dont on a été habitué avec des rythmes extrêmement glitch, très captivants. Et ça vient en fait créer une atmosphère assez singulière qu'on va apprécier en fait pour son accessibilité, hein. Pour moi, c'est l'un des albums les plus accessibles de sa carrière, notamment grâce à Avril 14 et tous ces titres-là, hein, qui sont des pièces de piano qu'on peut apprécier même sans connaître Aphex Twin. Bon, néanmoins, à la fin de l'album, on a le schéma qui va être un petit peu répétitif, on a trop d'interludes, on a trop de passages qui vont aller casser le rythme, les morceaux deviennent de plus en plus aléatoires, et ça fait qu'en fait, la fluidité et le rythme en prennent vraiment un coup. La première partie, elle, est beaucoup plus condensée, on peut l'écouter toute seule et fait largement l'affaire, et voilà, avec moins de ponts comme ça aurait, je pense, fait un meilleur projet. À la fin, on a vraiment plus de rythme du tout. Ça devient en fait une redite de ce qu'on a eu pendant la première partie. Pour moi, on peut vraiment s'arrêter à Avril 14 où on a quasiment un projet parfait, hein. Ça en aurait fait un bien meilleur projet selon moi d'avoir coupé toutes ces interludes. Mais ça reste néanmoins un album qui se démarque des autres. Encore une fois, une note assez singulière dans sa discographie. Moi, c'est un album que j'ai vraiment apprécié sur son début, beaucoup moins sur sa fin. Je l'ai trouvé bon au final, avec l'entièreté comptée. Il y aura la note et la critique aussi dans la description sur Aouti si vous voulez aller voir. Donc moi, je conseille vraiment d'écouter cet album-là. Je l'ai mis d'ailleurs, je vais faire une liste des 100 albums à écouter avant de mourir. Je pense que jusqu'à Avril 14, ça vaut vraiment la peine de l'écouter celui-là. Il peut même changer peut-être votre vision de la musique dans certaines rythmiques qui vont être utilisées, qui vont vraiment sortir de la zone de confort d'un auditeur lambda. Et dans un second temps, du coup, je vais vous parler de Siro, qui est du coup son 6e album studio. C'est son dernier album depuis aujourd'hui, hein. Il sort le 19 septembre 2014, soit 13 ans après Droox. Il a été enregistré sur une période de plusieurs années, donc dans plusieurs studios différents. On va avoir ici seulement 12 morceaux qui explorent plein de types de sonorités différentes. Donc on va avoir encore une fois drum and bass, drill and bass qui sont son style un peu typique, glitch, techno, des éléments d'ambiance. Et il va aussi y avoir une piste vocale où on va entendre des membres de sa famille. Donc encore une fois, pour le côté narratif, immersif, on a encore ce côté-là dans cet album-là. Ça va vraiment être un regroupement en fait de tout ce qu'il a fait depuis le début, remis au goût du jour avec une touche un peu plus moderne. Forcément, 13 ans après, il a eu le temps de maturer encore une fois la sonorité et de s'adapter aux sonorités bien plus modernes. Donc celui-ci, il commence sur le meilleur morceau de l'album, donc avec encore une fois un morceau qui va regrouper un peu tout ce qu'il a fait depuis le début. On a une rythmique plus classique aussi qu'avant, beaucoup moins épileptique, beaucoup moins glitch. C'est moins aléatoire aussi, ça semble un peu plus répétitif. Là, on sent que dans cet album-là, il a vraiment complètement axé les rythmiques sur l'accessibilité. Ça va beaucoup moins aller perdre un nouvel auditeur. Ça va même peut-être être une porte d'entrée assez idéale dans sa discographie. Le tout va être beaucoup plus musical. On comprend vraiment tout ce qui va se passer. On va pas avoir de sonorités étranges et assez ésotériques. Je sais pas si on peut utiliser ce terme-là pour expliquer ça, mais ça va être des sonorités beaucoup plus compréhensibles et beaucoup plus classiques. On retrouve aussi évidemment la fameuse basse acide avec les samples de voix, pareil typique. On a toujours eu un sample de voix
dans ces derniers albums, et pas mal de variations aussi qui vont vraiment bien rythmer le morceau. On a un côté beaucoup plus calme globalement dans l'album, un registre DMB plus classique, avec un côté disco-funk par moment, des titres plus classiques et forcément plus répétitifs, et on a une deuxième partie de l'album vers Circlone 14 où on va vraiment avoir des titres qui sont un peu trop abstraits à mon goût. Ça va complètement partir dans tous les sens, donc dans la rythmique, dans les mélodies, ça va être complètement dissonant, mais pas dans le bon sens du terme. Voilà, il va aussi expérimenter un peu dans les techniques de mix. On va avoir un titre qui est plutôt saccadé, donc dans le titre éponyme, Saero. On va encore avoir les effets de glitch typiques des albums précédents aussi, avec tout ce qui est dysrythmie. Et enfin, pour finir l'album, on a la typique maintenant pièce de piano, avec des samples de bruit de nature. Donc ça va encore une fois complètement couper avec le côté très machine, très mécanique du début de l'album, et ça va nous offrir une petite parenthèse de douceur pour clôturer l'album sur une note plus organique. Le défaut majeur de l'album, en fait, c'est qu'on ressent pas le côté novateur qu'on avait dans le début de sa carrière. Il utilise assez souvent les mêmes textures de basse dans cet album-là. Ça va avoir un côté assez redondant. On découvre pas vraiment des rythmes jamais entendus auparavant. On va être sur du bien plus classique. Ça étonne, parce que Aphex Twin, quand même, il nous a habitués à un côté beaucoup plus original. C'est pas vraiment un projet qui apporte une grosse pierre à sa discographie, mais ça reste le plus accessible en tout cas. Il apporte rien vraiment à sa discographie si ce n'est des nouveaux titres. Et c'est assez étonnant après 13 ans d'attente. J'imagine qu'il y a des gens qui l'ont attendu chaque jour, puisque c'était quelqu'un qui avait quand même l'habitude de sortir quasiment un album par an au début de sa carrière, ou tous les 2 ans du moins. Et là, de voir en fait si peu de nouveautés, ça peut être assez décevant pour les fans d'Aphex Twin. Bon voilà, j'ai quand même trouvé que c'était un bon album, forcément moins bon que les 3 précédents, même si ça se voit pas dans les notes, parce qu'il a quand même une tracklist assez homogène. Il n'y a pas trop d'inégalités, si ce n'est forcément les titres bien plus aléatoires et abstraits. Pour un néophyte, je pense que c'est d'ailleurs la meilleure porte d'entrée. Donc voilà, si quelqu'un ne connaît pas Aphex Twin, vous pouvez recommander celui-là en premier album. C'est largement le plus facile à écouter. Et ça donne un petit peu le ton sur l'univers qu'il dresse. Vous pouvez aller voir la critique que j'ai fait sur AOT avec la note. Voilà, c'est bon, c'est presque même très bon. Mais il y a quand même des défauts qui sont assez inhérents à cette fin de carrière. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous laisse vous abonner si ça vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine.